Il existait autrefois une véritable oasis dans le désert, le long de la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. C'était alors le 4e lac du monde par la superficie, 66,16 km, soit 2 fois la taille de la Belgique. Pendant des millénaires, il abrita des poissons d'eau douce et permit à des milliers de familles de subsister de la pêche. Je parle de la mer d'Aral, et aujourd'hui elle a disparu. Pas un peu asséchée, non. Disparue pour de bon. L'eau s'est retirée si loin que des navires gisent désormais échoués dans le désert, leurs coques rouillées à demi ensevelies sous le sable. Les villages autrefois tournés vers la pêche étouffent sous des tempêtes de poussière faites de sel et de résidus de pesticides. On dirait que quelqu'un a pris la mer, l'a froissée et l'a jetée dans la corbeille de l'histoire. Et le pire, c'est que ce n'était ni une sécheresse ni un caprice du climat. C'était notre fait, à nous, les humains. Les terres autour de la mer d'Aral ont toujours été sèches et rudes, mais la mer tenait l'ensemble. 2 grands fleuves l'alimentaient, l'Amou Daria et le Sir Daria. Et tant qu'ils coulaient librement, la mer d'Aral restait stable. Puis, dans les années 1960, les politiques collectivistes conduisirent à la transformation de ces déserts en champs de blé et de coton, prouvant ainsi que la volonté humaine était capable de remodeler la nature. Des ingénieurs commencèrent à prélever l'eau des 2 fleuves pour d'énormes chantiers d'irrigation. Quand les agriculteurs arrosaient leurs terres assoiffées, la mer saignait déjà. Chaque canal taillé dans les rivières était une entaille supplémentaire. Le débit faiblit, les étés devinrent plus chauds, et l'eau disparut plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Et voici la chute tragique. Ces systèmes ne fonctionnaient même pas. Entre 25 et 75% de l'eau détournée n'atteignait pas les cultures et s'évaporait avant même de toucher le sol. Dans les années 1980, les 2 fleuves se tarissaient entièrement durant les mois les plus chauds, et l'équilibre de la mer d'Aral se brisa. Les niveaux chutèrent, et ce qui subsistait devint trop salé pour que les poissons y survivent. Les communautés de pêche, jadis florissantes, furent rayées de la carte. En à peine 30 ans, cet immense lac intérieur se scinda en 2. Au début des années 2000, le Kazakhstan décida de réagir, ou du moins de sauver ce qui restait, en construisant la digue et le barrage de Kokharal afin de retenir l'eau dans le bassin nord au lieu de la laisser s'écouler vers le sud et disparaître. La partie septentrionale recommença à se remplir et les poissons revinrent. Mais la victoire demeura partielle. Au sud et à l'est, le vaste bassin autrefois plein d'eau et de vie continua de s'éteindre. En 2014, les images satellites montrèrent l'est complètement asséché, disparu. Pour la première fois en 6 siècles, la mer d'Aral cessa d'exister comme véritable mer. Le sel arraché au fond désormais exposé de la mer d'Aral a empoisonné les terres sur des kilomètres, ruiné les ressources en eau et propagé des maladies pulmonaires et rénales à l'échelle de régions entières. Les villages de pêche ont tout perdu. Et c'est une histoire que nous répétons sans cesse, encore et encore. Nous forçons la nature, puis elle répond, plus durement. Il existe, à quelques milliers de kilomètres, un autre plan d'eau au destin tragique, le lac Tchad, en Afrique centrale. Jadis, il comptait parmi les plus grands lacs de la planète. Des pêcheurs le traversaient en bateau, des éleveurs y menaient leurs troupeaux, et des économies entières en dépendaient. Depuis les années 1960, il a perdu environ 90% de sa surface. Comment en est-on arrivé là? Le même schéma. Des cours d'eau détournés pour l'agriculture et l'irrigation. Encore une fois, pour des cultures censées rapporter vite. Ajoutez quelques évolutions climatiques et des décennies de mauvaise gestion. Et en un instant, un lac grand comme le Rwanda devient une étendue de boue craquelée. La tragédie ne s'arrête pas à l'eau. Quand le lac a disparu, les moyens de subsistance ont suivi. On s'est disputé ce qui restait. Pâturage, puits, poissons. Et cette tension a contribué à attiser des conflits touchant près de 30 millions de personnes dans la région. Passons maintenant à 2023. Vous l'avez peut-être aperçu dans l'actualité pendant un jour ou deux, avant que le sujet ne disparaisse des gros titres. La ville de Derna, en Libye, a été rayée de la carte, emportée par les eaux. 2 barrages se trouvaient en amont, tous 2 construits dans les années 1970. Ils étaient censés retenir les crues, à l'époque où on les entretenait encore. Puis sont venues des années de conflits, de corruption et d'abandon. Les ingénieurs les savaient fissurés, mais personne n'est intervenu. Lorsque la tempête Daniel a frappé, un monstre nourri par une Méditerranée plus chaude, la pluie est tombée des heures durant, les réservoirs se sont remplis, et ces ouvrages négligés ont cédé.
2 murs d'eau ont dévalé la vallée au cœur de la nuit, balayant Derna comme un bulldozer surpuissant. Des quartiers entiers ont été emportés vers cette marée, et plus de 10 000 personnes ont disparu en une seule nuit. Et le plus triste, c'est que tout le monde savait que cela pouvait arriver. Ce n'était qu'une question de temps. Si cela vous paraît sinistre et tragique, imaginez un décor de film d'horreur dans la vie réelle. Voici Centralia, en Pennsylvanie. Population 0, ou presque. C'était autrefois une ville minière animée, remplie de travailleurs, de leurs familles, de restaurants et de petites maisons de briques. Puis, en 1962, selon l'explication la plus admise, quelqu'un a brûlé des déchets dans une vieille fosse. Rien d'exceptionnel en apparence. Sauf que cette fosse communiquait avec un dédale de galeries de charbon. Le feu s'est propagé sous terre et n'a jamais cessé. Je le répète, il brûle encore. Le sol lui-même est en feu. On peut aujourd'hui traverser Centralia et voir de la vapeur s'échapper des fissures de la chaussée dans un air chaud et métallique. Le terrain est instable et peut s'ouvrir sous vos pieds. Dans les années 1980, les autorités ont racheté la ville, évacué les habitants et rasé les maisons. Et pourtant, tout cela était évitable. Si l'on avait correctement scellé les puits, surveillé les gaz ou simplement pris le risque au sérieux, Centralia existerait peut-être encore. À la place, c'est une ville fantôme en flammes, un avertissement très concret que nous n'avons pas toujours besoin de la nature pour nous brûler. Nous savons très bien le faire nous-mêmes. Une autre prouesse inquiétante de l'humanité consiste à déclencher des séismes. Si vous en doutez, regardez Pawnee, dans l'Oklahoma. Le 3 septembre 2016, à 07h02, un tremblement de terre de magnitude 5,8 a frappé la région, le plus puissant jamais enregistré dans l'État. Des murs se sont fissurés, des meubles ont basculé, et, l'espace d'un instant, l'Oklahoma a ressemblé à la Californie. Or, l'Oklahoma n'est pas censé connaître de tels séismes. Que s'est-il donc passé? La réponse est sous nos pieds. Dans les puits d'injection des eaux usées, issues de la fracturation hydraulique. Pour extraire pétrole et gaz, on envoie des millions de litres d'eau et de produits chimiques en profondeur. Le fluide restant, pollué et sous pression, doit être évacué. On l'injecte donc dans des puits profonds. Ces injections augmentent la pression le long d'anciennes failles. Et, à la fin, ça cède. La Terre bouge, littéralement. Personne n'était vraiment surpris. Les scientifiques alertaient depuis des années. L'Oklahoma est passé d'environ 2 séismes notables par an à plus de 900 en 2015. Et malgré cela, les autorisations pour de nouveaux puits ont continué d'affluer. S'il existe un fil conducteur à toutes ces histoires, c'est celui-ci. Chacune de ces catastrophes était accompagnée d'un avertissement. La mer d'Aral ne s'est pas asséchée en une nuit. Les barrages de Derna ne se sont pas fissurés en secret. Et l'incendie de Centralia est parti d'une simple allumette. On les avait vus venir, mais on ne voulait simplement pas s'arrêter. Et avez-vous remarqué que la saison des incendies ne finissait plus vraiment ? Californie, Australie, Grèce, à vous de choisir. Les incendies sont chaque année plus vastes, plus rapides et plus difficiles à contenir. Et non, ce n'est pas seulement la météo. Prenez un siècle de déforestation, ajoutez des banlieues étalées au bord des forêts, puis des lignes électriques et des herbes sèches. Vous obtenez une tempête de feu qui attend une étincelle, et cette étincelle est le plus souvent humaine. Pendant que certains endroits brûlent, d'autres s'enfoncent, au sens propre. En Indonésie, par exemple, le pompage excessif des nappes pour les villes et l'industrie fait s'affaisser des zones côtières entières. Jakarta descend si vite qu'elle pourrait devenir inhabitable en quelques décennies. Et pourtant, on continue d'y construire. Est-ce l'avidité, une vision court-termiste, ou la croyance que la nature nous pardonnera toujours ? Un jour, nous comprendrons que le pardon n'est pas infini.